Toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Il est 19h15 en Algérie. Place aux invités. Vous l'avez compris, on va parler de démocratie, de liberté d'expression ce soir avec nos invités, notamment pas plus tard qu'il y a 48 heures. Le gouvernement approuve un nouveau décret imposant des restrictions aux grèves dans 11 secteurs qu'il estime, lui, importants pour l'État. Mais justement, le parler de secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté et d'importance vitale pour la nation, ne faut-il pas ouvrir le débat? Il s'agit de la justice, du ministère de l'Intérieur, la protection civile, les affaires étrangères, les finances, les affaires religieuses, l'énergie, l'agriculture, la défense, la sécurité. Enfin, vous l'avez compris quand même, il y a pas mal de secteurs très très importants où le citoyen doit s'exprimer. Avec nos invités, nous reviendrons aussi sur dernièrement, c'était la dizaine de jours à cheval sur le 26 septembre, donc la présence du rapporteur donc de l'ONU qui s'est rendu en Algérie. On l'écoutera tout à l'heure. Avec nous, donc place aux invités. Excusez-nous encore pour ce problème technique. Le plaisir de l'avoir aussi ce soir. Lies Djebaili, bonsoir, cher Lies, ingénieur économiste. Vous êtes hirakiste et militant politique. Bonsoir. Bonsoir Chaman, merci pour votre invitation et bonsoir à votre invité et toute l'équipe d'El Maralibia qui assure la transmission de près de loin. Merci encore pour l'invitation. Merci infiniment, il était avec nous, le plaisir de le recevoir. Si Ouammar Saoudi, bonsoir, cher Ouammar Saoudi, vous êtes secrétaire national du RCD, notamment en charge des relations extérieures. Bonsoir, on a eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises dans le cadre de nos couvertures spéciales à Paris. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Azul, salam alaikum. Merci, alaikum salam. Ouammar Saoudi, je vais commencer par vous. D'abord, peut-être 2-3 minutes. Vous êtes au pays. Le climat en Algérie, on va parler bien évidemment de ces fondements du quotidien des Algériens pour son avenir. C'est la liberté d'expression afin qu'ils participent au débat. Et d'abord, d'un point de vue général, dans quel climat vivent les Algériens aujourd'hui? On parle d'inflation, de difficultés. On se souvient encore une fois de cette période estivale qui n'est pas terminée, avec ces difficultés autour des drames naturels comme les feux. Le mois de Ramadan aussi a été difficile. Est-ce que vous pourriez nous dresser tout de même un tableau sur la vie des Algériens aujourd'hui au quotidien, cette rentrée aussi qui a eu lieu dernièrement? Écoutez, vous l'avez dressé vous-même, le tableau. Bien sûr, au plan de liberté, il y a une fermeture totale, donc que ce soit des médias, que ce soit la presse, tous les espaces publics sont fermés. Donc, en plus, bien sûr, toutes les difficultés au quotidien. Je pense qu'au niveau de la cherté de la vie, on assiste à un phénomène qui est classique dans beaucoup de pays du Sud. Il y a des pays qui l'ont déjà fait, d'autres qui vont venir. C'est en vérité la dollarisation des prix. C'est-à-dire que vous avez des prix, des produits, et là c'est une politique du gouvernement, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on veut aligner grosso modo les prix, et après les services certainement, sur leur coût mondial. Le problème c'est que les salaires ne suivent pas. Donc vous avez, par exemple, à la fin de ce cycle, vous aurez, en termes de prix, un produit, il coûte la même chose aux États-Unis, en France et en Algérie. À part que, évidemment, les salaires ne suivent pas. Vous savez, il y a une étude de l'ONS qui est récente et elle va de la période 2001 à 2023. Alors, les prix, ils ont augmenté, tenez-vous bien, de 140% à 1600%. Les prix. Alors que les salaires
ont bougé, en fait, très faiblement. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus de classe moyenne. Grosso modo, on va aller vers une situation où la classe moyenne n'existera plus. Et bien sûr, quand vous parlez du climat, c'est angoissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème qualitativement, ce qui a changé un peu par rapport à il y a une décennie ou deux, c'est que les gens n'ont pas de perspective, ne voient pas de perspective. C'est une perte d'espoir. Donc, et ça, c'est très grave. Bon, ça, sur le plan social, mais aussi. Oui. Ces mots sont pertinents, mais effectivement, là, vous parlez d'inflation, mais aussi d'un pays, peut-être d'une jeunesse où il y a peu d'espoir, pas de perspective comparée notamment à ces dernières années. Justement, aujourd'hui, on va évoquer le démarrage un peu de cette émission. C'est ces deux axes. D'abord, c'est ces nouvelles lois qui sont qualifiées de liberticides, des approbations et dénonciations généralisées, notamment des syndicats de plusieurs secteurs qui estiment que la mesure ferme les droits garantis par la Constitution algérienne. On va écouter aussi le rapporteur de l'ONU qui en parle dans quelques instants. Je continue avec vous, Mouammar Aswadi. Le président algérien, tout de même, il met au cœur le citoyen. Il met au cœur la démocratie, il met au cœur les injustices depuis qu'il est arrivé. En tout cas, effectivement, ça je vous l'accorde, par les mots MOTS. Comment vous voyez aujourd'hui ce pouvoir aujourd'hui qui, voilà, pas mal de rencontres diplomatiques, on a tenté, ils ont essayé, mais vous allez vous donner votre avis aussi, de démontrer, de montrer une autre Algérie. Ce régime aujourd'hui en Algérie, le régime d'Abdelmadjid Tebboune, par rapport notamment à cette situation angoissante, oppressante, pas de perspective, pas d'espoir en Algérie. Non, vous savez, c'est un régime, d'abord c'est un régime autoritaire, mais comme tous les régimes autoritaires, c'est un régime populiste. Et c'est vrai que, en termes de populisme, même si Abdelmadjid Tebboune ne peut pas égaler d'autres populistes qui nous ont gouvernés, parce que je pense que il n'était pas, à mon avis, il n'était même pas préparé. Mais la réalité est là. Quand par exemple, vous savez, le dernier procès donc de Ben Ismaël, donc de la victime Allah yarhamou, donc le dernier procès donc par rapport à ce qui s'est passé à l'Arbantir et tout, il y a 38 condamnations à mort. 38 condamnations à mort. Ça veut dire que généralement, dans un assassinat, il y a des complices, il y a celui qui a fait le geste, etc., etc. Vous savez, dans le procès de Nuremberg, qui a clos le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 12 condamnations à mort, 8, je crois, à perpète. Il y a eu même des acquittements. Donc, avant de donner la parole à Alias, Djebali, justement, on en parlait hier, je vous laisse réagir 2 minutes là-dessus. C'est vrai, encore une fois, on parlait de cet État hier. Alors, il n'était pas question, le crime est condamné, un crime sans nom, et ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'hier, cette question qui se posait et qui est revenue énormément sur les réseaux sociaux, pourquoi cet État n'a pas répondu de ses responsabilités aussi? Est-ce qu'à un moment donné, on lui demande pas de rendre des comptes? Chaque année, ce sont des drames autour des feux, une absence de l'État, c'est la réalité. La présence de la police ce soir-là a été totalement absente, le soir où effectivement le défunt, paix à son âme, Jamel Ben Smaïl, a perdu la vie. Cet État, on lui a pas demandé des comptes sur une affaire comme celle-là. Comment vous l'expliquez? C'est le tout-puissant, cette opération est une provocation. Je vous dis pourquoi.
Et parce que ce régime, pour durer, il a besoin d'évacuer le débat sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur toutes les questions importantes. Donc, il évacue vers donc des faits comme cela. Par exemple, d'un côté, par exemple, le régime vous dit l'unité nationale, c'est le garant de l'unité nationale, etc., etc. D'un autre côté, on désigne une région. Alors, parce qu'au-delà de, bien sûr, de l'injustice, de cette injustice, des douleurs par rapport aux familles et tout, mais c'est un fait politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on désigne une région comme, d'abord, par rapport aux autres régions, avec la manipulation de l'information, leurs chaînes, mais en même temps, cette région, elle s'isole. C'est-à-dire que vous poussez cette région à s'isoler. Alors, ce qui n'était pas le cas. Vite sur ce point, ce qui n'était pas le cas, puisque toutes les régions se sont réunies à chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a eu des problèmes, des difficultés à Boumadès, à Alger. Les régions, la solidarité est présente et c'est vrai que le Hirak, le peuple l'a démontré. Mais vous entendre juste peut-être une minute sur une affaire comme celle-là. L'État, à un moment donné, on a vraiment l'Assemblée nationale n'a pas entendu le Parlement, le Sénat, la justice, personne n'a entendu les ministres, les responsables, les walis sur leurs responsabilités, notamment sur ce drame-là. Vous l'expliquez comment justement cet État? Je repose ma question un peu à l'identique. Est-ce que c'est qu'il est tout puissant, on ne touche pas, la justice appartient à l'État? Non, c'est un État où les institutions sont dévitalisées. Ce n'est pas un État fort. C'est un État où, si vous voulez, il n'y a aucune institution qui s'en sent responsable. Et c'est le résultat de tous les autoritarismes. Bien sûr, bon, en privé, par exemple, moi je connais des députés qui siègent encore maintenant, et ils parlent comme vous et moi maintenant. Mais il n'y a aucune forme de responsabilité. C'est-à-dire que ces institutions sont totalement dévitalisées. Et c'est la fuite en avant. Quand vous parlez du droit de grève, en vérité, le droit de grève, déjà, dans la loi qui est passée donc l'année passée, sur les syndicats, vous savez, pour se réunir, il faut demander une autorisation. Vous ne pouvez pas réunir vos structures. Quel est le droit de grève? Et le droit de grève, il est tellement comme on dit, vous n'aurez jamais. Pourquoi? Parce que c'est judicialisé, vous allez à la justice suspend la grève, et déjà, la loi elle-même. Alors maintenant, évidemment, ils ont rajouté ça, mais ils préparent la même chose pour les partis. Hein. Moi, j'ai lu rapidement, je ne vais pas parler de beaucoup. J'ai lu là, le projet de loi. Vous savez, dans le projet de loi, ce qu'il y a, un parti, il est fait pour soutenir la politique du gouvernement. C'est dans le projet de loi. Deuxième chose, par exemple, les partis ne peuvent pas se réunir entre eux. Il faut l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Donc, vous savez, les lois liberticides, je ne sais pas où est-ce qu'on va. À part que, bien sûr, ça prépare une véritable explosion. Vous avez vu un peu toutes les entreloupettes qu'ils ont fait pour faire une manifestation sur Gaza et la Palestine. Parce que, bien sûr, une véritable explosion. Réprimés. Ensuite, ils ont convoqué des partis, ils ont fait un petit communiqué pour, en fait, c'est un régime qui a peur de son peuple. Un régime aussi qui a retourné un peu sa veste quelques jours après, vu que le monde arabe s'est mobilisé, notamment pour la Palestine. On en a longuement parlé. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Encadré. Je reviens à vous,
je reviens à vous, cette grande manifestation jeudi dernier, notamment encadrée, organisée, on en a longuement parlé. Alors justement, hein, on rappelle aussi que le président Tebboune a souligné à plusieurs reprises le respect de la liberté d'expression, de critiquer, mais des lois qui malheureusement n'ont pas suivi la Constitution. Je voudrais qu'on écoute ici donc le rapporteur de l'ONU qui s'est confié en exclusivité à notre rédaction, notamment à mon ami confrère Nasser Djoudi. On va l'entendre ici sur notamment ces personnes, ces victimes qui ont peur de parler. C'est ce qu'il a constaté au pays. Simplement que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées et qu'on doit nécessairement vraiment faire en sorte que ces normes ou ces lois qui sont fondamentalement en contradiction avec l'esprit de la Constitution de 2020, il faut les changer le plus tôt. Sinon, le peuple continuera à vivre dans cette période. Disons, nous voulons aller en démocratie. Nous avons fait une marche, nous avons fait une révolution, la démocratie, elle est là, nous avons une nouvelle Constitution, mais nous voyons que les droits ou les lois qui sont applicables ne répondent même pas aujourd'hui à cette Constitution. Donc, pour moi, c'est la peur dont je parle là-bas, c'est toute cette cascade de procès qui ont eu lieu et qui font en sorte que les gens aujourd'hui, au vu des lois qui sont en cours, se demandent mais est-ce que je peux valablement critiquer ou dénoncer une corruption sans aller en prison? Qu'est-ce que je dois dire? Parce que parfois ces lois ne sont pas très claires, c'est vague. On peut tout mettre. Vous savez, si vous voulez, je veux vous dire, en allant en Algérie, je l'ai même dit, en allant, je ne pensais pas que je finirais ma mission. Je me disais que il y aurait un moment où on ne va pas se mettre d'accord, que le gouvernement n'accepterait pas que je rencontre, je discute. Mais j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec eux, il n'y a eu rien. Mais en allant, j'étais prêt, je disais à mon équipe qu'il se peut qu'à un moment donné, on décide de partir tout simplement parce que on aurait eu des rencontres ou des discussions que le gouvernement ne va pas aimer. Mais ce que je veux dire de surcroît, c'est que, vous savez, quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, et lorsque vous-même, vous savez que vous allez dans un environnement difficile, vous devez faire attention. Quand une victime ne demande pas à vous rencontrer, parce que cette victime a la peur. Voilà. Ça, c'est très important. Elle a peur, évidemment. Qu'est-ce qui peut justifier? Mais pour moi, c'est ce que j'essaie de vous dire. Les victimes, ceux qui sont détenus, certains même ont refusé de me parler. Certains même ne voulaient pas me rencontrer en personne. Ils disaient non, on ne veut pas parce qu'on a peur. Pourquoi vous avez peur? Parce qu'on pourrait être accusé de tel. Et parfois, certains ont soulevé. Voilà, rapporteur de l'ONU fin septembre qui s'est longuement exprimé sur la situation en Algérie, l'importance aussi de l'opinion publique, de la participation des citoyens. Et puis on rappelle rapidement que le 22 février 2023, c'est une experte indépendante de l'ONU qui s'est déclarée très préoccupée par la répression croissante contre la société civile, notamment avec la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme, entre autres de Rassemblement Action Jeunesse. Lias Djebali avec nous. Lias Djebali, qu'est-ce que ça vous évoque? Une nouvelle loi dite liberticide, en tout cas, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. La société civile, c'est le travail, c'est revendiquer, c'est les grèves. On a ici un pouvoir qui dit que dans plusieurs secteurs, quasiment pas de grève. Il va falloir vraiment montrer patte blanche et s'organiser limite des mois à l'avance. Qu'est-ce que ça vous évoque quelques mois après la mise en place, la présence ou la mise en place pour certains aussi au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, qui parle totalement à l'inverse, lui. Merci Chaban. Permettez-moi juste en préambule de reprendre ce qui vient de dire le rapporteur spécial de l'ONU quand il dit « ça ne répond pas dans l'esprit de la Constitution 2020 ». En tant que citoyen algérien, je souhaiterais répondre indirectement à monsieur le rapporteur de l'ONU que la Constitution de 2020, elle permettait juste à l'armée de s'immiscer davantage dans le jeu politique, tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas une Constitution qui est faite dans un cadre démocratique. Et il faut qu'il sache, le rapporteur, que le concept, je ne vais pas lui apprendre ceci ni cela, que le concept de la démocratie est l'ensemble des systèmes politiques dans lesquels
dans lesquels, je dis bien, le peuple est la source du pouvoir politique. Il est où ce peuple? Mais c'est ce qu'il dit, hein, le rapporteur. Hein, oui, si je ne me trompe pas, il dit clairement que les lois mises en place sont contraires à la Constitution. D'ailleurs, je vous invite à revoir l'interview qui dure une trentaine de minutes. Oui, absolument, sur notre page, notamment YouTube. Il revient vraiment en disant le pouvoir impose des lois alors que la Constitution dit totalement l'inverse. Oui, absolument. Et je reprends aussi dans le sillage de votre question, quand vous dites que le droit à la grève, c'est-à-dire c'est que après la restriction, après le verrouillage des libertés d'expression, les libertés de réunion, les libertés d'association, les libertés de se réunir et de parler, les libertés tout court, maintenant, le régime, il est en train de verrouiller la liberté syndicale. Même dans la bouche du chef de l'État, M. Tebboune, il disait que le syndicalisme est un droit constitutionnel. Et toute personne qui s'oppose au droit, c'est comme s'il va s'opposer à la Constitution. Et en même temps, son projet, il y a 2 articles de projet qui ont été dénoncés, pas par moi, peut-être moi j'ignore, mais moi je lis l'actualité. C'est-à-dire, je lis l'actualité en Algérie. Le propre syndicat qui est obéissant, qui est proche du pouvoir, en l'occurrence l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui reproche aussi que les 2 projets, que 2 articles, peut-être monsieur il va nous les décrire, qui ne sont pas conformes aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie et qui ne sont même pas conformes à la Constitution algérienne de 2020. Parce que dans la Constitution algérienne de 2020, c'est le droit syndical, c'est le droit des libertés, et ainsi de suite. On voit que le régime, au fait, il essaie de restreindre le dernier canal, entre guillemets, si j'ose dire, de liberté, c'est-à-dire la liberté syndicale. Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, et au fait, il faut militer, c'est dans le cadre pour faire de la promotion de la justice sociale, c'est le renforcement du cadre, lui donner un certain cadre, un certain ceci, cela. Mais tout ceci, tout cela, c'est un mécanisme mis en place de façon graduelle, de façon progressive, pour réprimer toutes les formes de liberté. Toutes les libertés. Maintenant, quand vous me parlez de la liberté d'investissement, vous me laissez là, c'est qui va investir dans un pays qui est réputé un pays, on considère l'Algérie comme un marché déversoir, on vient, on déverse sa marchandise parce que nous considère, comme nous sommes un peuple tube digestif ambulant, on consomme, les investisseurs ils reprennent leur argent avec le concours des spéculateurs, avec le concours des corrupteurs et des corrompus. Donc tout ça, en fait, les institutions de l'État sont complètement défaillantes. Je vous garde et la même question après pour notre ami Ouamar Souadi. Le pouvoir algérien est de plus en plus critiqué par sénateurs, des chercheurs, des penseurs, par aussi des anciens ambassadeurs, parfois par certains chefs d'État. Dernièrement, donc c'est un système qui a été quand même qualifié par certains chefs d'État de politico-militaires. Certains parlent d'un pouvoir affaibli. Mais d'ailleurs, pour reprendre les mots importants de notre invité, Ouamar Souadi, qui dit, il parle d'inflation, d'angoisse d'un pays où il n'y a pas de perspective. D'ailleurs, c'est prouvé puisque malheureusement, toute la jeunesse a envie de quitter ce pays. C'est vrai qu'on a ces éléments, perte d'espoir. On parle d'un État affaibli aujourd'hui, Elias Jebali, et même question pour vous, cher Ouamar Souadi. Est-ce que le peuple algérien, le pouvoir algérien, d'Elmadi Tebboune, qui parle d'unité, de fraternité, de front interne, comme d'ailleurs son chef d'état-major, est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner justement, peut-être pour créer une nouvelle dynamique, créer une confiance, puisque là, vraiment, c'est un écart pas possible. Il y a un fossé énorme entre le peuple et le pouvoir à la veille de 2024. Est-ce que le pouvoir algérien, il n'aurait pas tout à gagner réellement en ouvrant cette liberté d'expression pour peut-être gagner un peu plus la confiance et donc, de fait, se renforcer?
Oui. Alors, moi, j'ai rencontré le rapporteur de l'ONU quand il était venu. Je l'ai rencontré et j'ai fait un compte rendu sur la page du parti, donc du RCD. Moi, je pense dans sa déclaration, moi, je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin. D'abord, il y a des termes diplomatiques. Il était invité par l'Algérie, parce que c'est la formule. Hein. Bon, mais en fait, l'Algérie était contrainte de l'inviter. Maintenant, je pense que dans le rapport, le vrai rapport, c'est le mois de juin. Je pense que dans le rapport de mois de juin, je pense qu'il sera plus précis, parce que moi, j'ai eu une discussion avec lui. J'ai aussi assisté à une discussion où il y avait, par exemple, les familles disparues, il y avait des... C'est-à-dire, excusez-moi, comme il est déjà 19h40 en Algérie, je vais un peu vite, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, quand vous avez discuté avec lui un peu en privé, tous les éléments, les éléments et le tableau noir qu'il dresse tout de même, hein, ce n'est pas rien, ça veut dire qu'il évoque... Vous pensez qu'au mois de juin, il y aura des choses encore beaucoup plus graves, beaucoup plus virulentes, un constat beaucoup plus grand? Le mois de juin, en fait, il a fait une déclaration. C'est une déclaration. Mais le rapport lui-même, parce qu'il va faire un rapport à l'ONU, le rapport va être déposé au mois de juin. Et je pense que dans le rapport, il y a des éléments encore plus, je vais utiliser un peu ce terme, plus pertinents pour désigner cet autoritarisme. Donc, maintenant, c'est vrai que... Par rapport à cette question, justement, je reformule. Oui. Madame Abdel notamment, et son chef d'état-major, est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner justement à l'ouvrir le champ, l'expression pour gagner de la confiance, puisque c'est un pouvoir, comme vous le dites, affaibli. Je voulais en venir ici, mais permettez-moi quand même de faire une petite, juste sur le GTA. Je ne défends pas le GTA ou quoi que ce soit, mais en tout cas, quand le projet de loi, quand il était sorti, l'UGTA s'était opposé. Mais comme vous le savez, et ensuite on a fait un coup d'État, on a changé la direction. Donc le secrétaire général ils ont ramené un autre. Donc à tel point, si vous voulez, la base syndicale, c'est pas vrai, la base syndicale en tout cas, en dehors de la bureaucratie forte à l'UGTA bien sûr, mais la base syndicale a compris que c'est la mort, si vous voulez, du syndicalisme. Maintenant sur la question de la perspective. Nous, quand on a... Mais bien sûr que pour le pays, parce que quand vous dites est-ce que Tebboune ou le ministre de la Défense, ils ont intérêt, bon, mais pour le pays, oui. Maintenant, ils sont probablement dans notre calcul, mais ça se resserre. Et quand, par exemple, je parlais tout à l'heure de la question de la Palestine, quand le pouvoir ne peut pas laisser des manifestants pour exprimer leur solidarité. Il a peur que ces manifestations, et c'est normal, parce qu'il y a une véritable, moi je n'ai pas appelé dictature, mais un véritable autoritarisme qui fait que les gens, bien sûr, tout le monde sait que, si vous voulez, toutes ces injustices, la rue va les exprimer. Alors, moi, je pense que, et c'est pour ça que je dis la perspective, nous, on a la proposition que nous avons faite, on a dit il faut ouvrir un débat. C'est-à-dire, il faut d'abord permettre au moins que des partis organisent des conférences, que des partis se réunissent, que, évidemment, les associations le fassent, etc. Donc, il faut ouvrir un débat. Parce que, en fait, bon, même s'il y a évidemment, vous savez, vous ne pouvez pas, quand quelqu'un vous écrase, la première réaction, c'est de dire, violente au sens, pas au sens de la violence. Mais par contre, lorsque vous montrez la volonté politique, que vous voulez effectivement faire sortir le pays de l'impasse, bien sûr que c'est la solution idoine. C'est ce qu'on a appelé la transition. On peut pas s'en passer d'une transition. Je vais vous citer un exemple.
Même sur la question des réformes économiques. La base sociale de ce pouvoir ne lui permet pas de faire des réformes économiques. Il est élu avec 10%, mais quelle est sa base sociale? Arrêtez qui le soutient? C'est le milieu d'affaires, c'est le milieu de la corruption, c'est une clientèle. Et ça l'empêche de faire des réformes, par exemple, parce que s'il fait les réformes, c'est pour dégager cette mafia autour de l'économie nationale. Il ne peut pas le faire. Vous savez, l'OMC, par exemple, 20 ans plus. Oh, l'OMC, on va aller à l'OMC. Mais vous savez pourquoi on n'est pas à l'OMC? Parce qu'il y a des clients qui ont mis la main mise sur des secteurs entiers de l'économie. Et c'est lui qui te soutient. C'est-à-dire que le choix de s'appuyer sur des clientèles et non pas sur le peuple, après, tu peux pas, vous êtes dépendant de cette. Et je comprends, bien sûr, les chefs d'État le disent. La plupart en Algérie, on a essayé, mais ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marchera pas. Même les autres, moi je pense que c'est comme ça, hein, parce que il y a un étau. Ils sont isolés avec leur base sociale. Et on fait une base opportuniste, clientéliste, et le cas de dérouler la réforme qu'il faut, cette base sociale va disparaître. Donc, c'est impossible. C'est comme la question, par exemple, ils ont essayé avec l'Union européenne. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas, si vous voulez. Donc, la seule issue, effectivement, pour le pays, c'est d'aller vers une transition démocratique, bien sûr, en prenant le temps qu'il faut. Parce que les dégâts qui ont été occasionnés, comme par exemple aussi réclame le peuple, le Hirak. Je reviens à vous, je ne sais pas si vous m'entendez, je reviens à vous, il nous reste quelques petites minutes. Lias Djebali, vous êtes un peu en dessous du temps, mais voilà, pardonnez-nous, mais on a le plaisir de vous recevoir régulièrement. Lias Djebali, deux questions, vraiment, essayez vraiment d'être peut-être un peu concis dans vos réponses, si vous le pouvez, pardonnez-moi. D'abord, est-ce que ce pouvoir qui est affaibli aujourd'hui, l'écart se creuse, il y a un fossé pas possible entre le pouvoir d'un côté et le peuple, c'est un constat aujourd'hui. Est-ce qu'il n'aurait pas tout à gagner à ouvrir le débat? Et puis d'un côté, notre invité qui connaît bien le pays, qui vit en Algérie, parle d'explosion. Est-ce que ce pouvoir est arrivé à un point vraiment d'affaiblissement où à un moment donné, voilà, c'est la panique à bord, ils n'ont plus d'issue et ça peut exploser même à l'intérieur du pouvoir? Voilà ces 2 points et je vous laisse répondre. Merci. Je ne suis pas d'accord avec votre invité quand il dit que le pouvoir est affaibli. On n'a pas cessé de le répéter depuis fort longtemps. Le pouvoir, il est toujours le même. Il mue. Certes, il n'a pas de base sociale, mais les autres partis aussi, ils n'ont pas de base sociale. Parce qu'il y a une dislocation entre le pouvoir et le peuple et entre les partis d'opposition, le peu de partis d'opposition et les autres partis et le peuple. Donc forcément, cette base sociale est inexistante en Algérie par le fait qu'elle a perdu espoir dans les revendications. Il faut le dire les choses. Le pouvoir, mazel عنده قوة. Il a le rapport de force. La preuve, il fait ce qu'il veut. La preuve, il passe des lois. La preuve, il impose des lois. La preuve, il emprisonne, il réprime. Je veux dire, le dernier canal de liberté, la liberté syndicale, c'est un droit naturel des travailleurs. Il vient de le. Justement, la répression, malheureusement, c'est pas l'ingrédient principal de la faiblesse. De réprimer, c'est toujours facile d'être violent d'une certaine manière, d'hausser le ton, parfois de sortir de ses gonds. Et là, bien évidemment, ça va au-delà de ce que vivent vraiment les Algériens. On parle de plus de 250 détenus d'opinion aujourd'hui qui s'expriment. Est-ce que justement, ce pouvoir-là n'est pas de plus en plus affaibli? Il n'a pas d'issue pour justement encadrer avec de telles lois pour dire vous ne ferez pas grève. Encore, je ne suis pas d'accord. Il a en fait affaibli, non, dans le sens, c'est quoi affaiblir? En fait, pour moi, un pouvoir il est affaibli quand il n'a plus la main
sur les institutions algériennes. Les institutions algériennes, elles sont toujours sous l'influence de ce pouvoir. Il n'a pas d'autre alternative. Si vous me dites qu'il est affaibli, le pouvoir est affaibli, bah oui. Pourquoi il est affaibli que sur un point? C'est parce qu'il n'a pas d'autre alternative. C'est parce qu'il refuse une alternative démocratique. C'est parce qu'il n'a pas de solution. Sa seule solution, c'est la répression. Si vous me dites qu'il est affaibli sur le plan institutionnel, mais non, toutes les institutions sont sous sa coupole, et en plus, il est en train de renforcer par des lois liberticides. Donc, entre guillemets, il ne peut pas tenir comme ça à la cadence. L'affaiblissement, pas maintenant, peut-être in fine sur le long terme, il va s'affaiblir parce qu'il n'aura plus de marge à manœuvre sur le long terme. En tout cas, il faut raisonner présent, ne pas raisonner passé, parce que le Hirak, il n'est pas en phase de revendication, il est en phase d'exigence. Qu'est-ce qu'on va revendiquer le Hirak? Nous, en tant que Hirakistes, en tant que nous voulons un changement démocratique, progressif et graduel pour notre pays, l'Algérie, et que tout le peuple, je veux dire, retrouve enfin la plénitude de l'indépendance chèrement acquise par le sang de nos shuhada. Mais au fait, c'est sur le long terme, il va s'affaiblir sur le long terme. Mais si vous raisonnez sur le court terme, tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Il faut un discours de vérité. Donc, je veux dire, c'est à nous. Le Hirak, il faut le relancer, le Hirak. Le Hirak, il faut que ça se relance. Maintenant, on essaie de le relancer ici. Je veux dire, la diaspora, elle essaie de tout faire pour organiser la diaspora, pour donner un coup de souffle. Mais aussi, il faut que ça vienne en Algérie. Si ça ne vient pas du peuple, il faut que ça vienne aussi des partis comme le RCD. D'ailleurs, le RCD, pour moi, en tout cas pour moi, les deux partis vrais d'opposition en Algérie, c'est le RCD et l'UCP. Mais les autres partis, c'est Mhouli. Ils sont du pouvoir. Est-ce que deux partis, ils peuvent militer seuls pour 40 millions d'Algériens avec de bonnes... Et d'autres, effectivement, on ne leur donne pas. Il nous reste 5 minutes. Et d'autres, effectivement, on ne leur donne pas l'agrément. Vous parlez du Hirak. Alors, je sais que notre invité, Omar Souadi, voudrait réagir aussi par rapport à ce que vous avez dit. Vous allez avoir la parole juste derrière. On va écouter ici le rapporteur de l'ONU qui, si je ne me trompe pas, s'est exprimé aussi sur le Hirak. On ne peut plus continuer comme ça, dit-il. On veut être libre, on veut une société libre, on veut une démocratie. Et aujourd'hui, la preuve en est le Hirak. Le Hirak a commencé, c'est un mouvement qui a commencé quand même dans un système qui était encore très difficile, sans autorisation. Les gens sont allés dans la rue. Ça voudra dire quelque part que aujourd'hui, les Algériens disent on ne peut plus continuer à nous laisser hanter par notre passé et refuser d'avancer vers une société libre. C'est ce que j'ai répété aux autorités. J'ai dit il faut un courage politique parce que le peuple a démontré que voilà. Et la seule protection pour un pays, la garantie d'une souveraineté, la garantie aussi de la défense d'un État, c'est le peuple. Lorsque le peuple est uni, lorsque le peuple jouit de toutes ses libertés, le peuple a... Les gens sont à même de défendre défendant leur patrie. Et aujourd'hui, je pense que le fait que on utilise l'argument d'un passé, il est évident, on dit souvent il faut apprendre du passé, mais il ne faut pas se laisser emprisonner par le passé pour ne pas avancer. Voilà le rapporteur sur le Hirak. Omar Souadi, je sais que vous voulez réagir sur ce que vous avez entendu, mais très rapidement, parce que l'émission touche à sa fin, je voudrais vraiment qu'en 2 minutes, vous nous parliez aussi maintenant de la suite, les perspectives, les élites en Algérie, les partis politiques. C'est vrai qu'il y en a 2 qui tentent de bouger, parce que les autres sont présents aussi, mais ils sont intimidés. Hein. L'UDS, le MSP, il y en a plusieurs qui subissent quand même des difficultés. D'ailleurs, le RCD aussi. Voilà, peut-être réagir sur ce que vous avez entendu, et très rapidement, s'il vous plaît, derrière, voilà, vous entendre un peu sur demain le RCD. Il y a eu cette tripartie, notamment entre le PT et l'USCP, par exemple. Comment vous allez continuer? Je vous remercie. Je n'ai pas écouté toute l'intervention de notre ami Liès, parce qu'il y a une coupure. Mais sur la question des institutions, moi je pense, bien sûr qu'il y a une mainmise totale sur les institutions. Mais c'est pour ça qu'ils sont dévitalisés. C'est pour ça que c'est un pouvoir faible. S'il est lâche,
s'il lâche, si vous voulez, vous savez la fameuse formule de Lénine qui disait la situation révolutionnaire, c'est quoi? C'est quand en haut, ils ne peuvent plus, et en bas, ils ne veulent plus. On est dans cette situation. Alors évidemment, il y a une façade. On a l'impression que c'est des institutions fortes, mais elles sont dévitalisées. Deuxième chose que je veux dire, et c'est pour illustrer par exemple ceci. Nous voulions organiser une université d'été à Batna pour la fin du mois de septembre. Eh bien, c'est pour répondre aussi à la question de... Il y a des militants en Algérie. Il y a beaucoup de jeunes qui militent au prix de la prison. Vous ne pouvez pas trouver... C'est-à-dire ils sont armés d'un courage et de conviction. Et par exemple, vous savez, il a fallu qu'on fasse l'autorisation. À chaque fois, on trouve quelque chose. Mais on s'est battu pour cette université d'été. Donc, se tienne, avec toutes les insuffisances, bien sûr. Quand on va reporter un événement comme ça, on ne peut pas mobiliser les gens pour ce week-end, battre le Ronald, c'est l'autre week-end. Mais c'est un acte militant. Il y a, si vous voulez, un mot rapidement sur cette transition. C'est un mot qui revient. En 2024, vous avez une minute. Je suis désolé, l'émission est terminée. Vous êtes réunis dernièrement avec le PT, l'UCP. Vous allez continuer. Voilà, une minute rapidement un peu pour nous donner des éléments. En fait, nous, ce qu'on veut lancer, notre ligne stratégique, c'est la transition démocratique. Maintenant, c'est notre ligne. Et ce que nous voulons, on veut qu'il y ait de restituer les conditions d'un débat. Il faut qu'il y ait un débat. On ne peut pas ni aller à une transition, ni aller à une élection, sauf s'il faut reproduire la même chose. Sans qu'il y ait des conditions politiques adéquates. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est une étape intermédiaire. Mais notre stratégie, notre axe stratégique, c'est la transition démocratique. Merci infiniment, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Lies Dubali, merci infiniment pour votre présence. Je rappelle donc comme militant politique, Herakist aussi, ingénieur économiste, et puis le plaisir de l'avoir reçu ce soir, Monsieur Saoudi ou Amal. Voilà, vous parlez d'un vrai débat, donc c'est ça, la liberté d'expression, la démocratie, c'est un vrai débat. Alors chaque soir, vous nous le dites sur les réseaux sociaux, pourquoi vous n'invitez pas les personnes du côté du pouvoir actuel, mais croyez-nous, on tente tous les jours. Hier, on parlait de la culpabilité, notamment de la responsabilité de l'État dans ces drames qui se passent, etc. On tente de les inviter, mais voilà, malheureusement, nous essuyons des réponses négatives. Merci à l'équipe technique. Dans quelques instants, Atman Sabek pour Al-Umq. Désolé, cher Atman, pour ces petites minutes supplémentaires. En plus, on vous retrouvera juste derrière, je crois, pour le standard ouvert aux Algériens et aux Algériennes. Bonne soirée à tous. Demain, c'est Nasser Jeudi qui te commande. Merci à tous.